Bonjour à toutes et tous. Donc bienvenue sur ce workshop qui est dédié à l'épuisement professionnel. Alors, c'est un sujet évidemment qu'il est bien difficile de traiter, vous vous en doutez, en 30 minutes. Donc j'ai choisi et décidé de plutôt vous parler et de vous sensibiliser sur la compréhension de l'épuisement. Pourquoi, qui est sujet, qui est prédisposé à faire un épuisement professionnel, pour pouvoir le comprendre et pouvoir aussi agir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'épuisement professionnel. L'objectif aujourd'hui, ce n'était pas de reparler d'un manager malveillant, d'un collaborateur toxique, qui sont évidemment les facteurs qui peuvent aussi déclencher l'épuisement professionnel, mais plutôt de reconnaître ce qui peut vous auto-saboter vous. Voilà, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, et ce n'est pas forcément facile à accepter, mais il faut savoir que dans le cadre d'un épuisement professionnel, on est responsable à 50% du burn-out. Voilà, donc on ne va pas toujours avoir un impact sur les autres, mais si déjà on peut avoir un impact sur les 50% qui nous concernent et qui font qu'à un moment donné, on va vers l'épuisement professionnel, je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui de vous partager cette vision-là. D'abord parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, en France, le burn-out est accompagné principalement médicalement comme une dépression, avec les mêmes médicaments anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères. Alors c'est une aide, on n'est pas là pour la critiquer, mais elle n'est pas suffisante. Il y a aussi tout un accompagnement qui doit être fait, parce que sans accompagnement, aujourd'hui ce sont des chiffres qui sont assez lourds. Une personne victime d'un burn-out va rechuter en moyenne à 50% dans les 3 ou les 5 ans qui suivent, si elle n'a pas été accompagnée autre que médicalement. Il faut arrêter de penser que parce qu'on fait un break de 3 mois et qu'on prend quelques médicaments, ou qu'on change même d'entreprise parce qu'on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, on ne refera pas de burn-out. Si à un moment donné le changement ne vient pas de l'intérieur, il peut se repasser quelque chose. Alors, pour commencer, je vous propose l'histoire d'une femme. Et en fait, je vous invite là, juste un court instant, ça dure 6 minutes, de lâcher le mental. Pour lâcher le mental, il faut apprendre à se connecter au cœur. Pour se connecter au cœur, on va fermer les yeux. Donc vous allez fermer les yeux. Et je vous propose de découvrir cette histoire pour que les yeux fermés, vous ne puissiez juste qu'entendre des choses qui peut-être vont résonner avec votre parcours, avec vous, avec qui vous êtes, ou ce que vous avez été. Mais voilà, les yeux fermés, ce sera plus simple. Alors, c'est l'histoire d'une femme, une artiste, qui voulait être styliste de mode. Son père lui dira non, parce que pour lui, les métiers artistiques, ce n'est pas des métiers qui sont sérieux et que l'argent et la réussite sont plus importants. Elle abandonnera son rêve, elle abandonnera tous ses dessins, et pour défier l'autorité parentale, elle ne passera pas son bac. C'est l'histoire donc d'une autodidacte qui va travailler pendant 25 ans dans le monde de l'édition et de la publicité, un monde d'hommes où la performance est omniprésente, un monde où tout le monde est payé 100% à la commission, un monde de Superman. Son énergie positive, sa créativité, son empathie vont lui faire gravir les échelons très rapidement, avec à la clé de très belles réussites. Le monde professionnel devient pour elle son moyen d'exister, elle qui depuis toujours cherche de la reconnaissance, elle qui a grandi sans véritable tuteur, sans maman, sans véritable repère, elle cherche à tout prix à prouver à ce monde qu'elle existe et qu'elle a une place, qu'elle est capable. Elle va rentrer dans des cases au fur et à mesure de sa route, des cases pour plaire, pour être conforme, pour honorer les valeurs des autres et les besoins des autres, parce qu'elle ne connaît tout simplement pas les siens. De son éducation, elle a hérité qu'il faut faire plaisir, que si on est une femme parfaite, alors on est forcément heureuse. Elle va donc s'efforcer chaque jour d'être à la hauteur. Mais à la hauteur de qui et à la hauteur de quoi? À 27 ans, les signes d'un mal-être, d'un grand vide intérieur sont déjà très présents. À titre personnel, elle va tenter ce qu'elle n'a jamais eu, construire une famille. Elle deviendra maman de 3 enfants, aura 3 maris, divorcera donc de 3 maris. Là encore, elle ne dit jamais non. Elle fait plaisir tout le temps, s'oublie constamment, avec une seule idée, réussir à prouver qu'elle existe et qu'elle est capable. Elle évoluera à des postes de management, de directrice d'agence, et son succès sera toujours très rapide. En janvier 2017, elle est directrice d'une agence de publicité et le stress est déjà bien présent.
Elle décroche le poste qui va la placer là où elle n'aurait jamais espéré arriver, un poste de direction commerciale. Elle va gérer plus de 70 personnes, la moitié de la France. Elle va faire 60 heures par semaine, dormir dans les avions, travailler dans les hôtels. Sa tête, ou plutôt son ego, décide de prendre cette mission à bras-le-corps. On compte sur elle, elle doit sauver l'entreprise, elle doit sauver les commerciaux et les managers d'un turnover qui ne s'épuise jamais. Au fond d'elle, tout au fond d'elle, une petite voix, qu'elle n'écoute pas, lui dit qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Mais voilà, elle a dit oui, elle s'est engagée, elle est devenue tellement formatée qu'elle n'a qu'une idée en tête, devenir à son tour une Wonder Woman. Les mois passent, les difficultés augmentent, son stress va évoluer, la charge mentale sera de plus en plus intense, son stress va devenir chronique, elle se ressourcera de moins en moins et elle mettra son mode en pilote automatique. Elle s'alimentera quand elle aura le temps. Sa phrase préférée du moment, c'est « je me reposerai quand je serai morte ». Pour pouvoir continuer, elle va enfiler une première pièce de son armure. Impossible de ne pas y arriver. Impossible d'abandonner. En bonne foi parfaite, il est hors de question de demander de l'aide. Que diraient les autres ? Elle commence à avoir des petits signes, des signes de fatigue. Le corps chuchote, mais elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de l'écouter. Elle est investie d'une mission. Progressivement, elle va donc continuer d'enfiler pièce par pièce les morceaux de cette armure, comme pour devenir intouchable et invincible. Elle a déjà beaucoup de signes. Son corps la plonge progressivement dans des petites maladies chroniques, des rhumes, des angines, des lumbagos. Pas de choses très graves. La qualité du sommeil n'est plus et elle devient donc cynique et irritable. De son enfance et de son éducation, on lui a dit que la vie était un combat, que la vie était dure, qu'il fallait être une guerrière pour s'en sortir. Alors elle continue jusqu'à un double accident de vie. En janvier 2018, son mari lui annonce qu'il la quitte avec des propos violents. Elle savait que ce mariage n'était pas bon pour elle, mais elle n'a pas eu le courage. Sa seule force était celle du déni. Pour compenser sa peine, elle va faire ce qu'elle sait faire de mieux, travailler, ne rien lâcher. De l'intérieur, personne ne sait. À l'extérieur, tout est déjà bien oxydé. Elle n'écoute plus son âme ni son intuition depuis bien longtemps. Elle essaie pour ses enfants de faire bonne figure, de prouver que tout va bien, parce que la vulnérabilité et la faiblesse n'ont pas de place. Le temps passe, le verdict tombe, burn-out. Sa maison brûle, sa maison intérieure brûle. Le burn-out, c'est un signe fort, le signe qu'il est temps de réinitialiser le disque dur, qu'il est temps de comprendre, qu'il est temps de guérir plutôt que de fuir. Elle va pleurer, pleurer de douleur, pleurer pour faire rouiller cette armure qui l'empêche de respirer. À l'aube de ses 47 ans, elle s'offrira un cadeau. Elle prendra la décision difficile et courageuse de se faire hospitaliser pendant 2 mois dans une clinique spécialisée pour le burn-out. Parce qu'elle a perdu goût à la vie et que son système cognitif s'est emballé en permanence, on va lui proposer de la mettre sur off. Les médecins décideront donc de la sédater pendant 48 heures. À son réveil, démarrera un nouveau chemin, une route du soi pour comprendre, prévenir, agir et rebondir. Comprendre qu'oser être soi, c'est arrêter d'honorer les valeurs et les besoins des autres, qu'il est temps d'abandonner des certitudes, de renouer avec l'authenticité et surtout d'apprendre à s'aimer. Pendant 2 mois, elle a partagé avec des entrepreneurs, des salariés de tous horizons que le vrai pouvoir se trouvait dans la vulnérabilité et que chacun n'avait plus aucun costume à enfiler pour plaire, pour être fort ou pour être parfait. 2 mois riches d'humanité, hors d'un système qui va trop vite, qui oublie l'humain au nom de la performance, des résultats ou du chiffre d'affaires. La reconstruction sera progressive, un travail de chaque jour qu'elle fera bien évidemment dans la douceur. Vivre devient fondamental pour s'émerveiller, découvrir, apprendre, rire, s'aimer, s'accepter et se réinventer. Elle retrouve sa raison d'être et sa voie professionnelle en se formant et sa personnalité artistique renaît. Elle reprendra la danse, le dessin et d'autres activités qui vont nourrir son cœur, son corps, son âme et son esprit. Elle fait d'un rêve une réalité en traversant le désert marocain au rythme des nomades, une aventure humaine hors du temps, une déconnexion totale du monde économique pour une vraie reconnexion à soi. En traversant le désert, elle fera une quête, celle d'entreprendre. La racine étymologique de son prénom, c'est fleur, et c'est dans ce désert, ce vide immense, que son avenir se nommera
fluorescence. Aujourd'hui, je suis donc heureuse de vous partager mon histoire et surtout de vous dire que je ne suis pas ce qui m'est arrivé, mais que je suis ce que j'ai choisi d'en faire. Merci. Alors, je trouvais important, parce qu'on est sur un sujet sensible, de vous partager cette histoire, pour vous dire que d'abord, on revient de tout. Il faut du temps, évidemment. Que peut-être certaines d'entre vous, on est sur un sujet sensible qui fait certainement monter des émotions que je perçois. Et voilà, parler d'un sujet sans s'y authentifier quand il est aussi important, pour moi, ça n'avait pas de sens. Alors, j'aurais pu vous abreuver de plein de chiffres, de stats sur le burn-out, sur l'épuisement professionnel. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'une connexion humaine et qu'une histoire partagée, ça permet à chacun peut-être de s'identifier, de voir, de ressentir et de comprendre. Et c'était vraiment l'objectif de ce workshop. Donc, je ne vais pas vous saouler avec plein de stats, c'est beaucoup de mots positifs, de phrases inspirantes. Par contre, je voudrais quand même qu'on refasse et qu'on rebalaie ce sujet du stress. Le stress aujourd'hui, d'abord, on est dans un monde qui nous parle sans arrêt de gérer les émotions, gérer le stress. Alors, les émotions, ça ne se gère pas, ça se vit. Déjà, parce qu'on gère un budget, mais on ne gère pas des émotions. Et le stress, à la base, le stress, c'est quelque chose de positif. Le stress, à la base, c'est une réponse normale de l'organisme face à une agression externe. Donc le stress fait partie de notre constitution et on en a besoin. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif. Avant la conférence, moi aussi, j'avais du stress, mais c'est un stress qui me porte, c'est un stress qui me motive, parce que c'est un sujet qui m'anime, évidemment. Mais voilà, donc le stress, il faut arrêter d'en faire le responsable de tout, parce que si on ne l'avait pas, il y a des situations où on serait quand même bien embêté. Après, quand le stress augmente, il peut devenir ce qu'on appelle une charge mentale. La charge mentale, c'est un stress, mais qui est cognitif. Qui est basé sur beaucoup l'organisation. Bon, les femmes, on est les winneuses. Voilà, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de charge mentale, mais nous, on en a beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on gère énormément de choses, il faut penser à tout, et tout ça, c'est de l'organisation, c'est de la planification. Donc, en fait, on charge le système cognitif, et ça, c'est fatigant pour l'organisme. Après, on va avoir l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, c'est un petit peu différent. C'est un ensemble de réactions qui est consécutive à des situations de stress. Donc ça veut dire que j'en ai plusieurs. Et à un moment donné, je vais le faire glisser dans ce que j'appelle le stress chronique. En fait, pourquoi j'ai mis ma pile dans tous mes états ? Parce que souvent, il y a des gens, quand ils viennent me voir, qui me disent « Ah, ma pile, elle est complètement déchargée, je suis en burn-out ». Une pile déchargée, c'est de la fatigue. Il ne faut pas tout confondre. Une pile déchargée, c'est de la fatigue. Si je fais une activité, si je me ressource, si je me repose, je remonte en énergie. Un burn-out, c'est pas ça. Le burn-out, c'est ma pile intérieure qui s'oxyde. C'est pour ça qu'on parle de la maison intérieure qui brûle. Alors moi, au vu du niveau de burn-out que j'ai fait, et c'est ce qui est dit dans mon histoire, j'ai fait toutes les étapes. On me l'a expliqué, évidemment. Parce que moi, j'étais une guerrière. Donc, en fait, tant que je ne suis pas à terre, j'y vais. Donc, j'ai fait toutes les étapes. Et le burn-out, je l'ai même ressenti, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'en fait, un matin, je me suis réveillée, j'étais clouée. Je ne pouvais plus bouger parce qu'en fait, quand le stress chronique est augmenté, en fait, vous n'avez plus d'oxygène dans les muscles. Et quand on n'a plus d'oxygène dans les muscles, on est hyper tendu. Et en fait, ça fait mal et ça brûle, d'où le terme burn-out. Quand on arrive sur du stress chronique, et c'est là que ça commence normalement à chuchoter et à parler et que moi, je n'ai pas écouté, c'est qu'en fait, le stress chronique, c'est qu'à un moment donné, le niveau de cortisol, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc cette hormone, on en a besoin, elle est utile comme toutes les autres hormones qu'on peut avoir dans le corps, mais le cortisol n'est pas fait pour être sécrété en permanence. Une hormone sécrétée en permanence, par exemple, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur. Alors une petite caresse, un petit bisou et ça sécrète de l'ocytocine, donc ça c'est sans danger. Le cortisol,
C'est pas du tout la même chose. Donc, quand le cortisol est trop élevé dans l'organisme, il va forcément aller dérégler toutes les autres hormones. D'où un système immunitaire qui va s'affaiblir. Le système immunitaire, il se trouve au-dessus des reins, dans les glandes surrénales. Donc, si à un moment donné, le cortisol, qui est une hormone qui brûle, va commencer à dérégler les autres, c'est comme ça que j'ai les petits signes avec des rhumes, des maladies. C'est pas des trucs très graves, mais le corps chuchote, le corps dit là il y a un truc qui va pas, donc il va falloir que tu arrêtes quoi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin, on se dope, on prend des vitamines, on dit que ça ira mieux demain, qu'on se reposera l'année prochaine, et puis le corps il continue. Et comme le corps voit que le mental ne comprend pas le message, il y a un moment, il va tirer bien fort la sonnette. Donc le burn-out, c'est la pile qui s'est oxydée. Voilà. Donc c'est le cortisol qui est beaucoup trop élevé. Alors qui et pourquoi? Il y a des prédispositions. Tout le monde ne fait pas un burn-out. Il y a aussi des gens qui font des AVC. Voilà. Mais il y a quand même des prédispositions. Alors les prédispositions, c'est quoi? Les prédispositions, c'est la perfectionniste. La perfectionniste, c'est il faut tout que soit parfait. Et en fait, tous les profils que je vais vous donner sont reliés à ce qu'on appelle des peurs inconscientes. La peur inconsciente de la soi parfaite, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit dans l'histoire à un moment donné. Donc, cet excès de perfectionnisme fait que vous allez dilapider votre capital énergie beaucoup plus rapidement parce que vous attachez trop d'importance à des détails, à des choses dont tout le monde se fiche, sauf vous, et en plus, les autres ne le voient pas. Donc, en plus, vous êtes en train de vous dire « Ah ben dis donc, après tout ce que j'ai fait pour lui, en plus, il ne me dit rien, ou pour elle, elle ne me dit rien. » Mais on ne vous a pas demandé d'en faire autant, en fait. C'est vous qui vous mettez un niveau d'exigence bien trop important là où on ne vous le demande pas. Et cette exigence, elle vous pollue. On a un autre profil qui est le soi fort. Alors ici, vous avez soi fort, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi. Tous ces profils-là, c'est ce qu'on appelle des drivers. Bon, on les a tous en nous, mais il y en a 3 qui sont vraiment sensibles au niveau du burn-out. Donc le soi fort, c'est quelqu'un qui se coupe de ses émotions. Donc, je dois être fort. C'est un petit peu comme ça qu'on a élevé les garçons. Hein. Avant, on leur disait, tu vas quand même pas pleurer, t'es pas une fille. Voilà, donc en clair, tu ne dois pas être sensible, il ne faut juste pas que ça se voit. Donc le soi fort, c'est vraiment ce profil qui va se mettre une armure, c'est un intouchable, on a l'impression que rien ne le touche, alors qu'au fond, c'est comme la cocotte minute, hein. C'est en train de monter et ça va péter. De toute façon, ça pète toujours. Le fait plaisir, c'est celui qui ne sait pas dire non. Alors le fait plaisir, il est super gentil, hein, il dit oui à tout le monde, il est toujours d'accord. Il a horreur des conflits, et puis en plus, il est tellement sympa qu'il va anticiper les demandes des gens. Donc, on ne lui demande même pas d'aide, et il la propose. Alors, évidemment, ce profil-là, c'est celui qui est le plus remarqué dans les entreprises. Tout ce que les gens ne veulent pas faire, tout ce qui dérange, on va le filer au fait plaisir, parce que de toute façon, il est corvéable à merci. Mais pendant que je fais ça, évidemment, je ne me respecte pas toujours. Et puis, j'ai l'hypersensible, qui est un petit peu le cumul de tout. Sauf que l'hypersensibilité, donc c'est ce qu'on appelle le haut potentiel émotionnel. Alors il m'aura fallu 45 ans pour découvrir que je suis HPE. Voilà, il y en a peut-être dans la salle. Alors moi aujourd'hui, je l'assume complètement. C'est un vrai talent, sauf qu'on n'est pas élevé et on ne nous éduque pas et on ne nous dit surtout pas que c'est un vrai talent. Donc forcément, dès que vous prenez les choses à cœur, on vous dit que vous en faites trop, vous êtes trop sensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est équipé de capteurs, hein, les hypersensibles. Donc on va capter les énergies, on est très empathe, on est même télépathe. Hein. Il y a des fois, les gens, ils n'ont même pas besoin de parler, on sait déjà. Donc c'est un vrai pouvoir, c'est un super pouvoir humain, mais qui n'est malheureusement pas exploité. Alors je vous ai mis des petites phrases qui résument bien. La vie des autres, c'est la vie des autres. Les autres, ils ont d'autres croyances, une autre éducation, d'autres valeurs, d'autres besoins. On est dans une société qui n'arrête pas de faire qu'on doit se comparer sans cesse. Donc ça, c'est le début de la fin. Je ne rentre pas dans les cases, non, parce que vous êtes là pour faire votre propre case. Voilà. Les cases des autres, elles sont trop petites. Et puis, n'ayez pas peur de vous perdre. Ayez peur de vous perdre vous-même à force d'essayer de satisfaire tout le monde. Parce que, en fait, voilà, vous êtes unique.
Voilà, vous êtes vraiment unique. Écoutez votre corps chuchoter pour pas l'entendre crier, c'est la règle. Si ça chuchote trop souvent, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Et puis, écoutez votre fatigue, donnez du repos à votre corps, à votre mental, reposez-vous, faites-vous plaisir. Voilà. Alors, comme évidemment le sujet est vaste et qu'on pourrait passer beaucoup de temps, pour toutes celles qui sont intéressées, donc je suis au pôle accompagnement individuel et je peux vous donner le lien d'un test qui s'appelle le test de Maslach qui permet de déterminer le niveau d'épuisement professionnel où vous êtes peut-être actuellement. Donc c'est un test qu'on fait en ligne qui est gratuit, donc je pourrais vous envoyer par mail le lien et je pourrais aussi vous donner un exercice qui s'appelle le tabouret de l'intégrité et qui consiste déjà à identifier c'est quoi vos valeurs aujourd'hui, c'est quoi vos besoins, est-ce que vous les honorez, si oui, comment, sinon, pourquoi, est-ce que vous savez poser vos limites, à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non. Voilà, ça c'est des choses qui sont fondamentales parce qu'une chose est sûre, qui que vous soyez, les femmes de caractère vont partout. Merci. S'il y a des questions, à dispo. Alors je sais que c'est un sujet sensible et que parfois les questions sont peut-être un peu trop personnelles. Si c'est le cas, je vous invite à venir directement sur le pôle accompagnement à mon stand pour poser gentiment parce que voilà, j'ai pu déceler quand même des grosses émotions chez certaines, des pleurs aussi, et c'est OK. Voilà. Par contre, s'il y a des questions, je reste quand même disponible. Oui. Bonjour, j'avais une question parce que je fais un bilan de compétences. Et justement, je suis hypersensible. Et en fait, elle me disait, donc la coach qui me suit, je lui dis, mais on parle de HPE. Et elle me dit, donc elle-même est hypersensible, elle me dit, mais non, en fait, ça n'existe pas. Dans le sens où les HPE, si ça existait, ça voudrait dire qu'on pourrait gérer extrêmement bien nos émotions. Or, l'hypersensible, en fait, c'est là toute la difficulté, c'est qu'on a parfois du mal à gérer nos émotions. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça Alors, je pense que sur le fond, elle a raison, mais tout simplement parce que malheureusement, on est dans une société aujourd'hui qui formate des Superman et des Wonder Woman. Donc, à partir du moment où on est dans un système sur lequel il n'y a pas la place, on ne nous apprend pas à vivre avec nos émotions, on nous apprend à les gérer, mais ça ne se gère pas. Une émotion, elle se vit, elle a besoin d'arriver, de nous traverser pour en faire quelque chose. Mais à chaque fois, on nous dit « faut que tu sois forte, la vie c'est dur, il faut te battre ». On a un langage de guerrier qui nous accompagne en permanence. Donc nous, on se dit « oulala, mais alors moi, je ne rentre pas du tout dans ce monde-là, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne vais jamais y arriver ». Donc elle a raison, d'un côté. En fait, aujourd'hui, on est encore obligé de faire des cases. La case du HPE, voilà. Moi, quand on me l'a annoncé, j'ai refusé. J'ai dit « ah non, c'est bon, je suis rentrée dans des cases toute ma vie, on va quand même pas me coller celle-là maintenant ». Mais j'ai appris, je me suis beaucoup documentée et j'ai compris que c'était un système de fonctionnement. Et que ce système de fonctionnement dû à nos hypersensibilités n'est pas compatible avec la société dans laquelle on nous demande d'être toujours dans cette performance à outrance. Et est-ce que, deuxième question, est-ce que vous avez des livres éventuellement, des choses Oui. J'en ai sur le stand, là j'en ai amené, puisque je fais aussi des bilans de compétences et je suis principalement des hypersensibles aussi, alors que je ne l'affiche pas et que j'en parle pas, mais comme par hasard, on attire toujours ce qu'on est. Voilà. Donc oui, il y a des livres qui sont très bien faits et qui sont éclairants et qui éveillent, parce que de toute façon, vous dire que vous êtes HPE... oui, ça... Après, c'est plus parce que comme vous, je m'en suis rendue compte récemment. On le sait en nous-mêmes, mais oui. Mais du coup, voilà, j'ai envie de m'intéresser au sujet, de savoir comment... Il y a plein de choses. Je vous donnerai aussi des liens de vidéos sur la vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, c'est un vrai pouvoir. Voilà, il y a un vrai pouvoir dans la vulnérabilité. Avec plaisir. Merci à toutes et bonne journée sur le salon.